Alors, pour terminer cette magnifique soirée, je vais laisser la parole à Anne-Sophie Subilia dans quelques instants, après l'avoir présentée. Suisse et belge. Anne-Sophie Subilia vit à Lausanne, où elle est née en 1982. Elle a étudié la littérature française et l'histoire à l'Université de Genève. Elle est diplômée de la Haute École des Arts de Berne en écriture littéraire. Elle écrit pour des ouvrages collectifs. Elle a participé à l'aventure très médiatisée du collectif Ajar, pour des revues, pour la radio ou encore pour la scène avec Hyperborée, performance inspirée d'une navigation le long des côtes groenlandaises. Poète et romancière, elle est l'auteure de L'Épouse, un roman qui sortira dans quelques jours chez Zoé, de Abras, un texte qui se situe entre le poème et le récit de voyage, publié chez Empreinte en 2021 et pour lequel elle a reçu une bourse de Pro Helvetia. Je citerai encore Neiges intérieures, son précédent roman, publié chez Zoé, toujours en 2020, et en poche cette année. Les Hôtes, Paulette éditrice en 2018, Qui vivent, toujours chez Paulette en 2016, Partir voir les bêtes, chez Zoé, et qui a reçu une bourse de la Fondation Linards, et Jour d'agrumes, chez L'Air, en 2013, qui était ton tout premier livre publié. Merci beaucoup. Alors, en avant-première, et d'ailleurs c'est émouvant pour moi, justement, de vous lire, avant sa sortie, quelques extraits de L'Épouse, donc mon prochain roman, qui paraît au mois d'août, et qui met en scène essentiellement, d'abord, avant tout, un couple d'expatriés qui s'installent à Gaza, et ça se passe dans les années 74. Et dans le couple, donc, il y a lui, qui est délégué humanitaire, et puis il y a elle, une Anglaise, Piper, qui accompagne son mari. Et j'ai orienté plutôt ma focale vers cette femme et son quotidien à Gaza, comment elle, petit à petit, trouve ses marques ou pas. Et là, j'ai choisi de vous lire plutôt des passages qui se situent au début, l'incipit, vraiment les premières pages, et puis un autre extrait qui se passe aussi relativement tôt. Gaza, janvier 1974. Arrive une carriole tirée par un petit âne brun. Elle quitte la route Al-Rachid qui borde la mer et s'engage dans l'allée à peu près cimentée de la maison. Elle passe la grille restée ouverte et fait halte plus près du mur d'enceinte que de la bâtisse, peut-être pour ne pas se montrer intrusive. L'âne comprend qu'il faut attendre, il piétine. Ses sabots claquent contre le ciment pour chasser les mouches qui reviennent. Il trouve une touffe de foin dans le sable et entraîne la carriole un peu plus vers la maison. Son maître le laisse brouter. Assis en tailleur dans sa robe, sur le plateau de bois, l'homme regarde en l'air. La première chose qu'il a cherchée des yeux depuis la route, c'est le drapeau, fixé à une hampe au centre du toit terrasse. Une plaisanterie collective parle du grand mouchoir sorti d'une poche suisse. Ce jour-là, le tissu blanc ne faseille presque pas et dans son affaissement, il mange la croix rouge. L'homme qui regarde longtemps ce pavillon flottant pense peut-être que le travail aurait pu être mieux fait pour éviter que le tissu se plisse aux heures creuses. Il éprouve une pointe de déception et de gêne pour les nouveaux arrivants. Leur drapeau ne devrait jamais s'enrouler. On devrait toujours voir la croix entière, même si la plupart des Gazaouis reconnaissent cet emblème au premier coup d'œil. Il regarde en plissant les yeux à cause du soleil blanc du mois de janvier. Il continue d'attendre sans oser descendre. Heureusement, les bêtes ne sont pas entravées par les mêmes règles de politesse. L'âne s'agite
et commence à braire à sa façon, timide. 3 têtes de dromadaires viennent de faire leur apparition de derrière le mur et se frottent les unes aux autres, le museau bien tendu vers ce qui pourrait se manger. Le terrain d'à côté est une sorte de friche où ces animaux paissent librement. L'âne veut prendre ses distances et entraîne la carriole toujours plus près de la maison. Le maître dit quelques mots en arabe à sa bête. Il parle aussi au dromadaire. C'est alors que surgit la femme sur le perron à Loggia. Elle noue vite ses cheveux, enfile une veste en daim sur sa blouse. On la voit dans l'ombre, les gestes rapides, se retenant d'une main à la colonnade, elle glisse ses pieds dans des mocassins. Elle découvre une scène assez drôle et désolante dans son jardin. Une vision un peu anarchique, qui confine aux situations de rêve. Une carriole qui tourne sur elle-même, un âne au museau gris, un vieillard muni d'un fouet et 3 dromadaires surgis du voisinage, arrachant autant d'herbes hautes que possible. À cet instant, le vieux maître semble incapable de guider sa bête, qui caracole et finit par amener la carriole devant les jambes de la dame. Lui la regarde en baissant légèrement la tête. Est-ce un sage? Un soufi? Il porte un de ces bonnets brodés magnifiques, un koufi. La couleur bleu roi couronne sa vieillesse. Le couvre-chef lui vient à l'extrême bordure des sourcils et semble reposer sur eux. Ce sont d'énormes sourcils hirsutes, blancs et gris, splendides. Les tempes blanches leur font harmonie sur la peau foncée. On dirait un veilleur, aux rides gorgées d'ombre, un de ces princes immortels, son bonnet bleu pour seule extravagance. Il touche son front et se présente. Hajj. Hajj? La femme semble chercher dans son esprit. Elle remarque qu'il est atteint de cataracte. Il ajoute Muhammad, Garden. Ça lui revient, tandis qu'elle fixe le cristallin opacifié du vieillard. La proposition que leur avait faite le propriétaire, Muhammad, de faire appel au service de quelqu'un pour le jardin. Oh, welcome! Elle cherche du regard les mains de l'homme. L'une d'elles est restée cachée sous le cafetan, mais l'autre se laisse entrevoir. À l'embouchure d'un poignet étroit se déploie une main raffinée, qui semble faire l'objet de soins et se ramifie en 5 doigts juvéniles assombris au niveau des phalanges. Les ongles sont roses. En pointant l'alliance qu'elle porte à l'annulaire, il lui demande où est son mari. Sinaï. Il dit qu'il peut revenir une prochaine fois. Pourquoi? Restez. Elle le retient. Faisant le geste de l'invitation et d'une boisson, elle lui montre un endroit à l'abri pour l'âne et file à la cuisine. Dans la pénombre, elle se dépêche de préparer du café, puis elle se ravise, tranche 3 énormes citrons qu'elle presse et coupe avec de l'eau et du sucre de canne. Elle cherche quelques biscuits pour accompagner ce jus, mais des cafards se sont réfugiés dans le paquet qu'elle secoue au-dessus de l'évier. Elle prend une grappe de dattes. Lorsqu'elle retourne au jardin avec son plateau, la grille de l'allée est refermée. La cour est vide. Elle voit la carriole s'éloigner sur la route et dans un nuage de sable et de poussière, bifurquer au carrefour. De dos, la tache claire de la robe qui ne se retourne pas. Seule la trace des sabots dans le sable du jardin atteste qu'elle n'a pas rêvé cette visite. Demi-lune, qu'au crépuscule, le vent revenu commence à effacer. C'est un samedi quand ils reviennent. Cette fois, grâce à Dieu, il y a tout le monde. Le propriétaire Muhammad, le vieux Hajj, son âne, le délégué et sa femme. Here is Hajj, he's a farmer. Sans attendre, Muhammad confie à la dame les grands sacs en plastique bleu qu'il tient à la main. Pain pita, olives et pistaches. Elle file à la cuisine chercher de quoi leur offrir à boire.
Il s'installe sous la pergola. Hadj est venu avec ses 2 cadets, Samir et Jad. Les garçons attendent près de la grille qu'on leur fasse signe. Pour qu'ils s'assoient eux aussi, on va chercher une planche derrière la maison et 2 briques creuses en béton. Il y en a des tas disséminés dans le jardin. La femme rapporte un coussin pour le vieux Hadj qui n'en veut pas. Sur ces bancs de fortune enfoncés dans le sable, tous les 6 ont les genoux près du menton, mais semblent satisfaits. La lumière hivernale mordore la vigne nue et non taillée qui s'entortille autour de leur petite communauté improvisée du crépuscule. Ils auraient pu se mettre à l'intérieur, au salon par exemple, mais c'était mieux d'être au cœur du propos, au jardin. Les 2 cadets pouffent, intimidés par la femme qui les regarde. Leur père, le vieux Hadj, les gronde en arabe. La femme du délégué a remarqué qu'elle suscitait l'excitation. Son mari lui jette un coup d'œil. Il sort de sa poche de poitrine un paquet de cigarettes pour tout le monde. Hadj tape sur le dos de la main d'un de ses fils qui s'apprêtait à en prendre une. Le garçon glisse ses mains sous ses fesses. Son frère et lui regardent fumer la femme. Elle fume ses propres cigarettes, tirées d'un petit étui en dinde. Elle tire longuement sur le filtre en levant le menton vers la voûte en vigne, puis expire en regardant dans le vague. Les 2 garçons ont vu de telles scènes dans des films américains. Sans doute sont-ils impressionnés. Elle feint d'abord de ne se rendre compte de rien, puis écrase sa cigarette avant la fin. De dos, sa robe à col rond en flanelle et son catogan laissent entrevoir une nuque creusée et forte. De face, elle partage avec Samir et Jad les yeux verts des chats abyssins. Le soir approche. L'apéritif se prolonge par des boîtes de thon, des capres, des anchois, des fromages frais, saupoudrés de za'atar. Le propriétaire boit du thé tiède à sa gourde qu'il passe aux 3 autres adultes. Le délégué lui demande ce que Hadj prévoit de faire dans le jardin. « Il va planter des choses », explique Muhammad en anglais. Le délégué dit qu'ils aimeraient bien des fleurs, si possible. Pendant l'apéritif, les garçons commencent déjà à dégager l'une des terrasses les plus encombrées de détritus de chantier. Ils jouent au foot dans le sable, entre les palmiers, avec un petit ballon mousse. Les voix sous la treille s'assourdissent. La femme enfile un pull en laine que son mari est allé lui chercher à l'intérieur. Il veut savoir quand Hadj commencera. « Il ne sait pas », traduit Mohammed. « Cela dépend. Peut-être demain, peut-être la semaine prochaine. Mais il viendra régulièrement. Soyez sans crainte. » Ils n'ont pas encore été capables de conclure le contrat puisqu'aucun chiffre n'a été articulé. C'est la femme qui pose la question en frottant ses doigts pour évoquer le thème. Combien il demande par heure ou par mois? Hadj comprend et secoue la tête. Il veut avant tout vous être utile, souligne Muhammad, qui se tourne vers le vieux Hadj pour lui rappeler ce dont ils sont convenus. Il faut oser aborder cette question. Tu as une famille à nourrir, Hadj. Tu as des petits-enfants à vêtir. Tu as une ferme dans un état calamiteux. C'est le délégué qui vient avec une proposition mensuelle. Les horaires seraient libres et sans contrainte, explique-t-il. Hadj pourrait venir seul ou avec du renfort. Simplement, pour l'amour du ciel, plantez-nous des choses dans ce sable, disent ses yeux. Le vieux Hadj paraît gêné, mais il accepte la somme offerte. Ce soir-là, sous les premières étoiles de Palestine, pendant que 2 gamins jouent au foot dans un jardin de sable, on se serre la main.